Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis bonjour. Eric Adja, président de l'Agence francophone de l'intelligence artificielle et enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi au Bénin. Je voudrais remercier le préfet Jean-Martin Jaspers et son équipe de la DMIA, ainsi que Aix-Marseille Université, de nous d'avoir choisi la FRIA pour contribuer à l'animation de cette table ronde qui concerne donc les relations entre l'Afrique, la France, en ce qui concerne l'intelligence artificielle. C'est avec un réel honneur et un grand plaisir que je vais accueillir un certain nombre d'intervenants cet après-midi dans le cadre de cette table ronde qu'il m'a été demandé justement d'animer. Et comme vous le voyez, comme vous le constatez, nous avons un parterre d'intervenants avec une grande diversité et une grande expérience. Nous avons en ligne le colonel Galpetien Ouattara de la Côte d'Ivoire. Nous avons le docteur Mohamedou Lo du Sénégal. Nous avons M. Aïkel Drin de la Tunisie. Et dans quelques instants aussi, nous aurons Madame l'ambassadrice du Gabon auprès de l'UNESCO, son Excellence Rachel Annick Ogula Akiko, qui va nous rejoindre. Alors, encore une fois de plus, merci aux participants qui nous ont déjà rejoints. Et depuis ce matin, cette première édition du Forum international de l'intelligence artificielle à Marseille a été ouverte et a connu beaucoup d'éminents invités, dont le mathématicien Cédric Villani, médaillé Phil, auteur du rapport Villani sur l'IA, qui a inspiré donc en grande partie la stratégie française de l'intelligence artificielle. Et il était intéressant qu'en miroir ou en écho, nous puissions effectivement parler de comment l'IA se dessine en Afrique et quels sont les enjeux de l'intelligence artificielle sur ce continent et quelle est justement la vision des chefs d'État et de gouvernement et aussi surtout du secteur privé qui est aussi représenté cet après-midi. Alors, il m'a été demandé, donc, en guise d'introduction à cette table ronde, de camper le décor en parlant donc de ce que fait l'AFRIA en matière de promotion d'une IA africaine et francophone. L'AFRIA, Agence francophone de l'intelligence artificielle, a été portée sur les fonds baptismaux il y a donc presque 2 ans, en 2019, justement dans les locaux de l'ex-Centre des hautes études du ministère de l'Intérieur. C'est ici le lieu et l'occasion de rendre un vibrant hommage et d'exprimer toute notre gratitude à Monsieur le préfet Jean-Martin Jaspers, qui est l'une des chevilles ouvrières, l'une des personnes qui nous ont inspiré cette vision dans le cadre justement de la naissance de l'Association des préfets francophones à Abidjan en 2018 et au contact duquel nous avons forgé cette vision de la nécessité d'une vision africaine et francophone de l'intelligence artificielle parce que l'histoire commune que nous partageons ainsi que la langue commune a forgé et a tissé une vision commune du monde, ce qu'on appelle en allemand une Weltanschauung, une façon particulière de voir le monde. Et il serait justement précieux que cette vision commune du monde se reflète non seulement dans l'économie, comme ça a été le cas il y a quelques jours dans le cadre du sommet sur les économies africaines, mais aussi que cette vision se révèle dans la technologie et dans le numérique, puisque nous avons depuis un certain nombre d'années une stratégie francophone de l'intelligence, une stratégie francophone du numérique adoptée au sommet de Kinshasa. Et il était intéressant que l'AFRIA puisse plaider en faveur d'une stratégie francophone de l'intelligence artificielle. Et à quelques mois du prochain sommet de la francophonie à Tunis, il est intéressant de poser
ce débat et de pouvoir montrer comment une IA africaine et francophone pourrait contribuer au développement d'une IA éthique, équitable et humaniste. En réalité, tel est le combat de l'Afria, c'est de contribuer à faire en sorte que nous puissions justement dans le développement prodigieux de cette technologie, prendre en compte les facteurs humains, prendre en compte les facteurs de la vie privée, les facteurs de la protection des données personnelles, comme nous en parlera le docteur Mamadou Lo. Et justement, la bonne nouvelle, c'est qu'en préparant ce forum, nous avons eu l'agréable surprise de voir l'Union européenne adopter justement des règles juridiques, les premières règles juridiques pour encadrer justement l'IA. Et donc, cela tombe à point nommé. Ce forum tombe à point nommé pour montrer comment l'Union européenne a vu juste. Et en réalité, la vision africaine et francophone de l'IA se rapproche donc de cette vision européenne de l'intelligence artificielle avec un cadre juridique précis, avec des règles normatives qui s'inspirent donc du RGPD, donc du Règlement général de la protection des données, afin de contribuer à élaborer ce que nous appelons une troisième voie de l'IA, entre d'une part la voie américaine, donc la voie d'Amérique du Nord, de pratiquer l'intelligence artificielle, et d'autre part la voie chinoise de l'IA. Nous pensons qu'avec l'Union européenne, l'Afrique et la francophonie pourraient dessiner les contours d'une troisième voie, d'une IA humaniste, d'une IA équitable, d'une IA qui serait beaucoup plus respectueuse des droits de la personne humaine, sacrée et inviolable, consacrée par la Déclaration universelle des droits de l'homme et de la personne. Telle est la vision qui anime l'Afria, et nous sommes heureux d'avoir pu trouver en la DMIA, en la délégation ministérielle, notamment dans l'équipe du préfet Jean-Baptiste Jaspers, une oreille attentive et des partenaires attentifs pour construire ensemble cette vision, non seulement française, mais européenne, donc globalement, qui pourrait faire l'objet d'une coopération non seulement franco-africaine, mais euro-africaine de l'intelligence artificielle. C'est un peu l'enjeu de cette table ronde, de cet après-midi, et justement, je suis ravi de pouvoir commencer à donner la parole aux intervenants présents. Et comme j'ai commencé à parler de l'Union européenne et du RGPD, je trouve qu'il serait beaucoup plus logique que je donne la parole à l'un des spécialistes, l'un des plus grands spécialistes africains de la matière, qui a consacré toute une thèse sur la protection des données personnelles en Afrique, qui est l'un des auteurs donc, de la loi sénégalaise sur la protection des données personnelles, donc l'une des sommités reconnues en la matière. Je parle du docteur Mamadou Lo, à qui je voudrais donner la parole pour justement une dizaine de minutes pour nous parler donc, des enjeux de protection des données personnelles en lien avec ce qui se fait au Sénégal et aussi ce que l'Union européenne nous propose comme nouvelle perspective. Je vous remercie. Oui, merci beaucoup, docteur. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis très heureux d'être avec vous, même si c'est virtuellement, depuis Dakar, la capitale sénégalaise. Tout en parlant, je vais essayer de lancer ma présentation que je cherche. Donc, je commencerai par remercier le docteur Eric Adjan de m'avoir invité à prendre la parole lors de ce forum international qui est un événement salué par tous les experts en la matière. Mon intervention porte sur le cadre normatif des données à caractère personnel en Afrique. Dommage que je n'arrive pas à partager la présentation. Sinon, je suis obligé de la faire comme ça, à me lever. Donc, c'est un plaisir de partager avec vous sur le cadre normatif des données personnelles en Afrique. Comme vous le savez, le Sénégal et les autres pays africains ont opté très tôt
d'encadrer l'utilisation des données personnelles. Sur 5 points, je vais partager avec vous l'état des lieux de la législation actuelle. Je commencerai par aborder le premier point qui porte sur le caractère universel de la protection des données personnelles à travers les instruments juridiques reconnus au niveau international. Après, je vous parlerai de la consécration de la protection des données personnelles en Afrique. Je vous parlerai très rapidement, sans m'étendre là-dessus, sur quelques dispositions relatives au cadre normatif institutionnel. Je terminerai sur 2 points, l'intervention des juges et enfin, pour rester dans ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, je vous parlerai des insuffisances de la législation dans nos pays. Quels sont les défis et enjeux de la législation sur les données personnelles en Afrique? 3 enjeux, 3 défis. Sur les enjeux, l'objectif des législations de manière générale en Afrique vise à protéger l'individu contre l'État en obligeant nos administrations à adopter une attitude régulière en matière de traitement des données personnelles. La deuxième protection, c'est le consommateur contre les professionnels, où de plus souvent il y a des abus. Et troisième enjeu, consistant à protéger le salarié contre les agissements des employeurs. Concernant les défis, il y a 3 défis. Le premier défi, c'est un défi sécuritaire. Comment faire en sorte que nos États pourront se prévenir des attaques des systèmes d'information et éviter l'accès ou la divulgation des données personnelles, des données sensibles. Donc ça, c'est un défi sécuritaire. Le second défi, c'est un défi technologique. Parce que, comme vous le savez, en Afrique, le plus souvent, nous sommes, comme je le dis d'habitude, nous sommes des consommateurs de technologies faites par d'autres, créées par d'autres. Donc, il y a nécessité de les comprendre avant de les utiliser. Donc, que ce soit pour les interceptions, que ce soit pour la surveillance de nos communications, on a besoin de maîtriser cette technologie avant vraiment de les utiliser et de pouvoir prendre des mesures coercitives le cas échéant. Et troisième défi pour nos États, c'est un défi géopolitique. C'est-à-dire faire en sorte que nos États ne perdent pas la souveraineté numérique sur nos données. Que ne perdent pas que numérique, mais que nos États aient la souveraineté sur nos données. Éviter le transfert massif des données des Africains à l'étranger. Donc, ce sont ces 2 chapeaux, enjeux et défis, qui expliquent la mise en place de lois sur les données personnelles. La protection des données à caractère personnel est un principe universel, consacré par la Déclaration universelle des droits de l'homme, le fameux article 12, qui interdit l'immixtion arbitraire dans la vie privée, familiale, de domicile, etc. Donc, c'est ce texte-là qui constitue le fondement de nos lois. Beaucoup de textes africains se sont inspirés également du pacte international de l'ONU relatif aux droits civils et politiques, mais tout comme également aux principes directeurs pour la réglementation des fichiers informatisés de 1990. On s'est également inspiré pour mettre en place un cadre légal et réglementaire sur les textes européens, la Convention 108 et tout récemment le règlement général sur la protection des données personnelles, le règlement européen. La particularité du RGPD, c'est comme vous le savez, ce texte a tendance à s'appliquer même pour les pays qui ne sont pas des pays de l'Union européenne, qui ne font pas partie de l'Union européenne.
Donc, ce sont ces textes qui ont inspiré nos États dans la mise en œuvre de cadres juridiques. Au niveau de l'Afrique, on a également des sources formelles. L'UMOA, l'Union économique monétaire de l'Afrique de l'Ouest, a mis en place 2 directives qui ont incité les États, parce que c'est des directives, qui ont incité les États à assurer un niveau élevé de protection des données personnelles. Pour information, ces 2 articles, article 3 et article 3.2 de la directive numéro 1 2006 de l'UMOA, qui date du 23 mars 2006. Toujours par rapport aux sources formelles en Afrique, nous avons un acte, l'acte de la CEDEAO, qui est un acte fondateur en matière de protection des données personnelles, qui date de 2010 et qui prévoit également tout un dispositif sur les données personnelles. Et enfin, le dernier instrument, c'est la Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données personnelles. Malheureusement, ce texte n'est pas encore entré en vigueur parce que devant être ratifié par 15 États, alors que nous sommes aujourd'hui à 9 États seulement. Concernant la consécration de ce droit, à l'heure actuelle, nous avons 32 pays en Afrique qui disposent d'une loi sur les données personnelles. Le premier pays, ce sont les Seychelles en 1988. Le dernier, c'est l'Égypte en 2020. Donc, nous avons 32 pays aujourd'hui dotés d'une loi. Je passe sur la définition des données à caractère personnel. Je crois que maintenant, on est tous familiarisés par rapport à ce concept. Pour parler simplement du contenu de la législation en Afrique, c'est presque les mêmes qu'on retrouve dans tout instrument relatif à la matière. On a les principes fondamentaux qui sont consacrés par tous les textes, légitimité, finalité, proportionnalité, etc. On a encadré le traitement des données sensibles, santé, biométrie, transfert. On a reconnu des droits aux personnes concernées, droit à l'information, droit d'accès. Et enfin, dans tous nos textes, on retrouve des obligations qui pèsent sur les responsables de traitement. Obligations de confidentialité, de sécurité, de pérennité. Dans nos textes également, il est prévu des régimes, régime d'autorisation, régime de demande d'avis, régime de déclaration, selon la nature du traitement concerné. Sur le plan institutionnel, de manière progressive, chaque pays essaie de mettre en place une autorité de protection des données personnelles avec un statut d'autorité administrative indépendante, avec une composition collégiale, avec des représentants des institutions publiques, la magistrature et les organisations de la société civile, avec des garanties par rapport à l'exécution de leur mission. Ce que nous retrouvons au sein de ces institutions, c'est presque les mêmes missions qu'on retrouve en Afrique ailleurs. Mission d'informer et de conseiller, mission de promouvoir la culture de la transparence dans le traitement des données personnelles, mission de protéger contre les abus, mais également des missions a posteriori ou a priori de contrôle, de pouvoir faire des contrôles sur la conformité à la législation. Concernant les pouvoirs, c'est toujours pareil, les mêmes pouvoirs, c'est similaire à ce qu'on trouve ailleurs, dans d'autres parties du monde. C'est un pouvoir réglementaire qui permet à l'autorité de pouvoir agir rapidement, entre le cas échéant, des pouvoirs d'instruction, des pouvoirs de sanction, etc. Dans nos textes, il est prévu également la possibilité de l'intervention du juge. Le juge pénal intervient, ça c'est consacré par rapport aux sanctions pénales. Dans tous nos textes, il y a des dispositions relatives au juge pénal. Il y a également la possibilité pour un juge administratif d'intervenir en cas de recours contre les décisions des autorités de protection. C'est normal que ce soit l'autorité administrative compétente, la juridiction administrative compétente qui reçoit ce recours. Mais également en cas de violation de la législation par une administration, tout simplement. Dans ce cas-là, c'est le juge administratif qui serait compétent. Le juge civil intervient également dans 3 cas.
en cas de dommages portés à autrui, en cas de situation d'urgence, si dans le cadre de traitement, on constate qu'il y a nécessité d'agir très vite, là, le juge peut agir en référé. Et également, en cas d'opération de contrôle, que ce soit pour informer le magistrat compétent, territorialement compétent de l'opération de contrôle, que ce soit également en cas d'entrave à l'exercice de ce contrôle. Dans ce cas-là, c'est le juge civil qui intervient. Et enfin, il y a le juge communautaire également qui est compétent en matière de protection des données personnelles. Il s'agit de la Cour de justice de la communauté de la CEDEAO. Je termine, mesdames et messieurs, par les insuffisances face à l'intelligence artificielle. Comme vous le savez, nos textes ont précédé le développement de l'intelligence artificielle. Certains principes sont là, n'ont pas encore modifié, et je relève deux types d'insuffisances. Les insuffisances liées à la quantité de données collectées. À l'heure actuelle, dans nos législations, ces insuffisances constituent des obstacles au développement de l'intelligence artificielle en Afrique. Je m'explique. Il y a trois principes comme exemple. Je vais prendre trois principes et les confronter avec ce qui se passe dans le développement de l'intelligence artificielle. Le principe de finalité. Dans nos textes, il est dit que chaque traitement doit avoir une finalité. Ça s'oppose au développement de l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle n'est pas là pour savoir est-ce que cette base de données a pour finalité ça, ce fichier a pour finalité ça. Non, ce n'est pas ça son rôle. Donc, l'application de ce principe stricto va constituer vraiment un obstacle à l'intelligence artificielle. Le deuxième principe que je cite, c'est le principe de la minimisation des données. C'est-à-dire, nos lois exigent que vous collectez le minimum nécessaire. Alors que la particularité de l'intelligence artificielle, c'est vraiment des jugements et des jugements de données. Donc, ce principe appliqué stricto sensu peut constituer un problème. Le troisième principe, toujours par rapport à la quantité des données collectées, c'est le prolifage. Il y a beaucoup de textes où il est interdit de faire le profilage des personnes. Je cite simplement la loi du Burkina, qui est toute récente, qui date de mars 2021, où je trouve pour la première fois l'expression intelligence artificielle. Jusqu'à présent, dans les 32 pays que j'ai cités tout à l'heure, seul le Burkina a prévu de parler de l'expression intelligence artificielle. En disant, je cite le législateur burkinabé, toute personne a le droit de connaître et de contester les informations et les raisonnements utilisés dans les traitements automatisés ou non, dont les résultats lui sont opposés. L'alinéa 2 de cet article dit que lorsque le dit traitement relève de l'intelligence artificielle, c'est ça la nouveauté, c'est la première fois qu'on parle d'intelligence artificielle dans une loi africaine, les critères et la nature des données à caractère personnel fondant ce traitement lui sont indiqués dès la collecte des données à caractère personnel la concernant. Donc, ouais, comment on va pouvoir mettre ça en application par rapport à l'intelligence artificielle? C'est pourquoi j'ai parlé d'insuffisance liée à la quantité. Je termine par les insuffisances liées à l'opacité maintenant de l'intelligence artificielle en citant 4 principes. Le premier principe, c'est le principe de loyauté. Un traitement doit être basé sur un texte. Est-ce que les chercheurs ont l'obligation d'aller vérifier est-ce qu'il existe un texte qui a validé ce traitement avant de pouvoir utiliser ces données? Non, ils n'auront pas le temps pour le faire. Donc, ce principe de loyauté, tel que c'est rédigé aujourd'hui dans nos textes, constitue un problème par rapport à l'intelligence artificielle. Il en est de même pour le principe de transparence. Là aussi, chaque être humain doit être informé de l'utilisation qui est faite sur ces données. Ce n'est pas possible avec l'intelligence artificielle. Il faudra vraiment que nous, juristes, qu'on réfléchisse sur une autre approche par rapport à l'application de ces principes. Le principe de consentement, c'est la même chose. Je dois donner mon consentement pour le traitement concernant mes données. Est-ce que c'est possible avec l'intelligence artificielle ou non? Et enfin, la limitation, le principe de limitation de la conservation des données, ça aussi c'est un problème par rapport à l'intelligence artificielle. La tendance est de pouvoir garder les données pendant une durée très longue pour pouvoir continuer à faire des recherches et proposer
des services innovants. En conclusion, cher professeur, docteur, sur 4 points, aujourd'hui, les données de caractère personnel, l'utilisation des données à caractère personnel est une activité en pleine croissance en Afrique. Maintenant, c'est devenu vraiment une politique, une priorité nationale dans tous nos pays par rapport à l'encadrement nécessaire en cas d'utilisation des données personnelles. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le deuxième constat par rapport aux autorités de protection des données personnelles qui sont désormais opérationnelles, malgré des difficultés, ça c'est normal, c'est inné à toute institution. Et leur objectif, c'est de faire respecter les droits et libertés des personnes physiques. À l'heure actuelle, à ma connaissance, en dehors de l'article que j'ai cité tout à l'heure de la loi burkinabèse, je ne connais pas de législation spécifique à l'intelligence artificielle ici en Afrique. Donc, il serait très intéressant de voir ce qui s'est fait au niveau de l'Union européenne, comme nous le disait tout à l'heure le docteur Eric. Il y a obligatoirement, et ça c'est l'étape suivante, c'est les perspectives, il faut qu'on adapte le cadre légal que je viens d'évoquer rapidement afin d'appréhender les défis des technologies. Sans cela, on risque d'être un peu en retard par rapport à cette révolution numérique qui s'impose à nous. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous depuis Dakar en vous remerciant. Merci beaucoup. Merci, docteur Moabadoulo, pour cette brillante présentation et justement qui campe le décor de la protection des données personnelles en Afrique au regard donc, de l'intelligence artificielle. Et justement, c'est une belle transition pour pouvoir donner la parole à l'intervenant suivant qui travaille dans le domaine justement des traces technologiques et qui a à son actif beaucoup d'années d'expérience dans le domaine de la traque des cyberdélinquants et autres cybercriminels de tout acabit et de toute poil en Côte d'Ivoire. J'ai mentionné donc le colonel Galpetien Ouattara, directeur de l'informatique et des traces technologiques au ministère de l'Intérieur de la Côte d'Ivoire. À vous la parole, mon colonel. Bonjour à tous les participants. J'aimerais déjà commencer par remercier l'AFRIA et M. Jasper pour nous donner la parole sur ce sujet très important dans lequel nous pensons que l'Afrique a une contribution à apporter. Mon intervention va tourner autour de 3 points, mais je pense que l'un des points est bien abordé. Il s'agit de l'aspect légal, mais nous allons continuer sur d'autres aspects. La trame de fond étant les conditions de mise en œuvre d'une intelligence artificielle en Afrique. Il va sans dire que l'aspect légal que je vais parcourir rapidement est une condition essentielle dans la mesure où l'ensemble des données collectées qui constituent le cœur, le carburant de l'intelligence artificielle, ces données-là doivent être manipulées, collectées et traitées dans le cadre strict de la loi, des législations que nous nous sommes données. Même si ces législations sont évolutives, il existe des textes qui les abordent de façon générale. Je vais citer, pour aller plus rapidement, le cas de la Côte d'Ivoire, où depuis 2013, il existe une loi qui traite de la protection des données à caractère personnel et les différentes administrations et institutions indépendantes en charge de réguler cette activité sont mises en place. Cela dit, la suite de mon exposé va considérer que tous ces aspects légaux sont réglés, en tout cas dans le cas de la Côte d'Ivoire, et qu'on ne travaille pas dans une zone de non-droit et encore moins même dans une zone de vide juridique. Donc, les conditions de la mise en œuvre d'une intelligence artificielle en Afrique sont déjà la disponibilité et l'accessibilité aux données,
encore une fois, étant entendu que les aspects légaux sont réglés. Ensuite, la troisième condition, c'est la formation et la disponibilité, enfin, des algorithmes. Sur les aspects de disponibilité de données, je vais distinguer deux types de données et dans ces types de données, deux sous-types. Je parlerai des données au niveau des administrations. Le premier type, les données disponibles auprès des administrations qui sont collectées dans le but de la sécurité, puisque mon domaine, c'est vraiment la sécurité. Et le second axe en termes de disponibilité de données, ce sont les données recueillies par le secteur privé local et secteur privé international. Sur donc la partie administration, faut dire que nos administrations, généralement, ont seulement récemment adopté des processus de dématérialisation et que ce sont justement ces processus-là qui vont permettre au fil des années de collecter les données et de les insérer dans des bases de données, condition primordiale pour la mise en œuvre d'une intelligence artificielle basée sur des données massives. Les différents pays sont dans ces processus et pour le cas de la Côte d'Ivoire, je pense que cela évolue plutôt bien dans la mesure où plusieurs administrations ont déjà entamé des processus d'e-gouvernement, e-sécurité, e-éducation, qui permettent aujourd'hui d'aller au contact du citoyen dans des processus qui permettent justement de générer des bases de données. Dans le cadre de l'IA, même si ces données sont disponibles, il faut faire en sorte que ces données publiques puissent être anonymisées de sorte à être traitées de façon massive et en tirer des conclusions grâce à des algorithmes dont nous parlerons un peu plus tard. Deuxième sujet, deuxième partie au niveau de la disponibilité des données, ce sont les données du secteur privé. Et en cela, je vais distinguer deux types de données. Il y a des données du secteur privé national, qui sont généralement des données des fournisseurs d'accès, des opérateurs de téléphonie, des banques, des nouvelles entreprises telles que des entreprises de vente en ligne, de réservation de taxis. Tout cela constitue des données qui peuvent être nécessaires à l'intelligence artificielle dans le cadre de la sécurité. Encore une fois, ces données ne sont pas accessibles de façon massive, mais elles sont accessibles dans le cadre d'enquêtes soumises à une procédure d'acquisition de données, justement réglementée par les différentes lois dont M. Lo parlait tout à l'heure. Une fois que ces données sont accédées, il s'agit ensuite de les traiter avec, bien sûr, des autorisations de traitement soumises aux autorités de régulation, de sorte qu'elles en perçoivent bien l'utilité et la finalité. Dans le cas de la Côte d'Ivoire et de nos enquêtes pénales, nous accédons à des données, effectivement, des données de personnes suspectées, des données utiles aux enquêtes, mais de données individualisées. Mais toutes ces données anonymisées permettent effectivement de comprendre certaines situations beaucoup plus générales et de faire de la prévention. Je donnerai quelques exemples un peu plus bas. Les données du secteur privé international, c'est le nœud du problème. Tout le monde est conscient du fait que les multinationales collectent énormément de données des populations locales sans que les gouvernements locaux aient aucun contrôle sur ces données collectées et sans que, même dans le cadre strict de la loi, on puisse en tirer parti pour des programmes d'intelligence artificielle. Et là, il y a vraiment un gros problème à régler au niveau international, c'est la coopération de ces GAFAM dans le cadre de l'accessibilité à ces données, pas accessibilité massive, pas forcément, mais ne serait que l'accessibilité en cas de procédure pénale. À titre d'exemple, en cas de crime ici, c'est pratiquement impossible d'obtenir un résultat ou une réponse
d'un grand groupe international suite à des réquisitions faites par le système judiciaire local. Ces grands groupes ne nous répondent pas du tout quand il s'agit de requêtes purement balisées par nos textes. Et là, il y a un vrai souci. Par contre, ces grands groupes internationaux sont bien présents sur les territoires africains pour d'autres sujets, pour bien commercer, pour collecter des données, mais également et surtout, on ne s'en rend pas compte, mais pour dénicher des talents. Je veux citer quelques exemples. En 2018, c'est Google et Facebook qui finançaient des groupes d'études et des associations qui travaillaient sur des processus de machine learning sur des données. L'implantation d'IT Academy par le groupe Huawei en 2018 et en 2019. Nous avons Microsoft en 2019 déjà qui mettait en place son premier data center sur le continent. Je citerai également Google. Donc, il faut dire que tous ces groupes ont une politique qui est liée à l'acquisition de données, certes, mais également à la sélection de talents qui vont ensuite grossir les rangs de leurs ingénieurs, vidant ainsi l'Afrique de sa capacité à développer des réponses internes. Voilà un peu pour ce qui est du secteur privé. Ça, c'est le premier point que je voulais aborder, l'accessibilité des données, leur disponibilité auprès des administrations, auprès du secteur privé national et du secteur privé international. Le second point, c'est de citer quelques initiatives en matière d'intelligence artificielle. En Côte d'Ivoire, pour le secteur de la sécurité que je connais bien, le projet phare, c'est le projet de plateforme unifiée de vidéoprotection urbaine en Côte d'Ivoire, qui embarque beaucoup d'algorithmes d'intelligence artificielle, notamment la reconnaissance de plaques d'immatriculation, la reconnaissance d'objets, incluant la reconnaissance des véhicules en termes de marque, de couleur, même de modèle. Donc, à partir de la vidéo, aujourd'hui, on arrive à savoir s'il s'agit d'une Toyota Corolla de l'année 2018 et de couleur verte ou orange. Donc, ce sont des algorithmes qui existent et qui sont déjà utilisés au sein de la police ivoirienne. Comme exemple aussi, nous avons la reconstitution d'itinéraires à partir des plaques lues, la détection des infractions au code de la route. D'ailleurs, on est en plein lancement du débat sur la vidéo-verbalisation, notamment l'identification des conduites inappropriées sur la voie publique et ensuite la génération automatique des procédures de contravention. Donc voilà quelques exemples liés à la vidéo. Autre exemple qui n'est pas forcément lié à la vidéo, c'est la reconstitution des réseaux de criminels dans le cadre, généralement ici en tout cas, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Nous sommes autorisés à collecter des données massives et de reconstituer en fait des itinéraires, des comportements anormaux de sorte à pouvoir appuyer les investigations. Il s'agit de créer des graphes pour connaître un peu les leaders de certains groupes et tout cela appuie bien les investigations. Enfin, comme exemple, nous avons tous les systèmes de détection d'embouteillage et de gestion des interventions et tous ces systèmes d'intelligence artificielle qui sont déployés aujourd'hui nous ont vraiment apporté un impact dans la sécurité globale, dans la résolution de nos affaires, avec aussi également des délais d'intervention de nos services qui sont raccourcis en cas de sinistre. Voilà un peu les propos liminaires en attendant des questions que je voudrais aborder sur les conditions de la mise en œuvre d'une intelligence artificielle en Afrique, en m'appuyant spécifiquement sur le cas de l'environnement de la sécurité. Je vous remercie. Merci, colonel Mpekien Ouattara. Et le décor est planté. Vous avez parlé justement des enjeux de la sécurité, donc au niveau surtout de la sécurité des données. Et avant, justement, vous avez parlé aussi du secteur privé international. Donc, avant d'aborder la question des PME, qui sera abordée par M. Eikeldrin,
j'aimerais donner la parole à son Excellence Madame Rachel Annick Ogula, qui est la déléguée permanente, représentante permanente du Gabon auprès de l'UNESCO, qui suit les enjeux, les travaux liés à l'intelligence artificielle et qui a un message important à nous partager. Et au nom du comité d'organisation, je tiens vraiment à remercier son Excellence pour sa disponibilité, malgré un agenda très chargé, puisque dans quelques jours, elle dirige une conférence sur l'Afrique à l'UNESCO, mais elle a bien voulu accepter d'être parmi nous et de livrer un message très important que nous avons l'honneur maintenant d'écouter ensemble. Je vous remercie, Excellence. Merci infiniment de me donner la parole. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Désolée, je sors d'une autre réunion, d'où mon retard, mais je voudrais féliciter des intervenants qui ont pris la parole avant moi. Et merci à tous les panélistes qui sont là et bravo pour tout le travail que vous faites. Donc, je vais rapidement livrer mon message et je suis désolée, je partirai aussi tout de suite après parce que je suis attendue dans une autre réunion. Alors, Monsieur le Préfet délégué ministériel à l'intelligence artificielle du ministère français de l'Intérieur, Monsieur le Président de l'Université d'Aix-Marseille, Monsieur le Président de l'Agence francophone de l'intelligence artificielle, chers frères, Mesdames, Messieurs les panélistes, tout grade et protocoles observés, distingués invités. Je voudrais à l'entame de mes propos remercier la délégation ministérielle de l'intelligence artificielle du ministère français de l'Intérieur, l'Université d'Aix-Marseille et l'Agence francophone de l'intelligence artificielle Afria de m'avoir convié à ce prestigieux forum, notamment à la présente table ronde. J'ai accepté de me joindre à ces échanges car le thème me paraît fort intéressant et d'actualité. En effet, les progrès technologiques rapides dans le domaine du numérique, de l'information et de la communication transforment progressivement la société, les économies et les industries. Ainsi, l'intelligence artificielle a un potentiel énorme pour le bien commun et la promotion des objectifs de développement durable en Afrique et dans le monde, si, seulement si, celle-ci se développe d'une manière profitable à l'humanité en respectant les droits de la personne humaine et en étant au service de la paix, du développement et surtout du vivre ensemble. Excellences, Mesdames, Messieurs, c'est en cela et à juste titre que l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO, dont le domaine de compétence est centré sur l'être humain, est devenu le chef de file de la promotion de l'intelligence artificielle dans le système des Nations Unies. C'est l'occasion pour moi de saluer l'engagement de la directrice générale et du secrétariat qui favorise ce débat au sein des États membres que nous représentons et dont l'objectif à tous est de mettre en place un cadre normatif sur l'éthique de l'intelligence artificielle. En effet, l'intelligence artificielle a un potentiel énorme pour traiter les questions les plus cruciales pour l'humanité, notamment en matière d'éducation, de sciences, de culture, de médias, d'accès à l'information, d'égalité des sexes et de lutte contre la pauvreté et contribuer à promouvoir les objectifs de développement durable en favorisant de nouvelles opportunités de développement tout en respectant les valeurs universelles et les principes éthiques. C'est pourquoi, confrontés à des défis majeurs en termes de massification des besoins éducatifs et d'enseignement inclusif, de changement climatique et de transition écologique, de sécurité alimentaire, d'agriculture résiliente et de chômage des jeunes, l'Afrique, dans le cadre de son agenda 2063, peut attendre beaucoup des promesses de l'intelligence artificielle, notamment en matière d'éducation et renforcement de capacités. Il s'agit là de garantir une utilisation inclusive et équitable de l'intelligence artificielle dans l'éducation des groupes vulnérables, tout en promouvant l'égalité des chances et des sexes. Il s'agit aussi de développer des compétences en l'intelligence artificielle pour améliorer la vie professionnelle et personnelle en mettant l'accent sur les innovations des jeunes dans le développement d'applications de l'intelligence artificielle.
Il s'agit aussi, à notre sens, d'utiliser de manière transparente et vérifiable des données relatives à l'éducation par le biais de partenariats multipartites en préservant la confidentialité des données et la vie privée des usagers. Alors, l'Afrique étant une priorité globale de l'UNESCO, comme vous le savez tous, l'organisation a donc choisi de consacrer sa toute première grande conférence internationale sur l'intelligence artificielle en Afrique du 12 au 13 décembre 2018 à Benguérir au Maroc. L'objectif de ce forum était d'enrichir la réflexion globale sur l'intelligence artificielle en dressant un inventaire de la situation et des perspectives à l'échelle africaine et en tenant compte des défis, des opportunités et des enjeux propres aux contextes locaux. Des résultats de ce forum, nous pouvons retenir 4 points principaux, notamment la promotion de l'intelligence artificielle en Afrique en tant que levier de développement, l'encouragement de la coopération régionale africaine et la promotion d'un cadre éthique pour l'intelligence artificielle en Afrique, l'influence des stratégies nationales susceptibles de maximiser le potentiel de l'intelligence artificielle en Afrique. Enfin, la mise en place d'un forum africain des associations d'intelligence artificielle en Afrique. Excellences, Mesdames, Messieurs, c'est donc ici l'occasion pour moi de vous présenter un temps soit peu la place qu'occupent les questions liées à l'intelligence artificielle dans mon pays, le Gabon. En effet, en ce qui concerne le Gabon, les plus hautes autorités font de la promotion des technologies du numérique comme l'intelligence artificielle un levier de création de richesses, d'entreprises et d'emplois. C'est ainsi que dans l'optique de favoriser une réflexion sur l'intelligence artificielle au Gabon, l'UNESCO, à travers son programme Information pour tous et en collaboration avec la Commission mondiale d'éthique des connaissances scientifiques et des technologies, a organisé un atelier de sensibilisation de l'intelligence artificielle les 26 et 27 novembre 2019 à Libreville. Excellences, Mesdames, Messieurs, pour conclure, c'est ici le lieu pour moi de saluer l'initiative de la création de la FRIA afin de contribuer, à notre sens, dans un partenariat que nous voulons et que nous souhaitons fort avec les États, les organisations internationales comme l'UNESCO, le secteur privé et la société civile, au développement d'une intelligence artificielle humaine et humaniste. C'est également le lieu pour moi de formuler d'une plus grande concertation et de synergie entre la FRIA et les divers acteurs de l'intelligence artificielle en Afrique et dans l'espace francophone afin d'atteindre plus sûrement la réalisation des objectifs de développement durable dans les pays africains particulièrement. En effet, comme dit l'adage, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin et nous y croyons tous. Je vous remercie infiniment, très chers panélistes, de votre aimable attention. Merci beaucoup. Madame l'ambassadrice, de nous avoir honoré de ce message très important. Et justement, l'ensemble des intervenants et des participants ici a pu mesurer la richesse de ce message et surtout la profondeur. Et je pense que cela va éclairer certainement la suite du forum et surtout le message vraiment de la synergie, de travailler ensemble. Parce que vous avez raison, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et justement, ce chemin a été emprunté, déjà entamé par l'UNESCO, comme vous l'avez rappelé, depuis 2018, avec ce forum de Benguérir sur l'intelligence artificielle. Nous avons aussi au niveau panafricain les travaux qui sont menés dans les pays pour se doter de stratégies nationales d'intelligence artificielle. La FRIA aimerait accompagner justement les différents travaux, bien sûr avec les acteurs existants, et comme Smart Africa, et tous les autres acteurs qui sont engagés pour une IA humaniste. Merci beaucoup, Excellence, pour ce message précieux et nous savons que votre agenda chargé ne vous a pas empêché d'être présent parmi nous. C'est le signe vraiment d'un grand intérêt et c'est pourquoi nous sommes heureux d'ailleurs de pouvoir aussi poursuivre ce chemin avec vous prochainement dans le cadre de la FRIA pour un certain nombre de projets
dont nous reparlerons très prochainement. Merci, Excellence. Et c'est le lieu de faire une transition pour justement passer au secteur privé, qui est représenté ici par M. Aikel Drin. Et après le secteur privé, nous reviendrons au secteur diplomatique, parce que l'ambassadeur Henri Verdier, en charge du numérique auprès du Quai d'Orsay, a aussi un message vidéo qu'il va nous présenter, ce qui montre la diversité et surtout l'importance d'une vision pluraliste et d'une vision interdisciplinaire de l'intelligence artificielle. Alors, je passe la parole à M. Aikel Drin, le CEO, donc PDG de Africanda, qui nous parle depuis la Tunisie. Merci, vous avez la parole. Bonjour à toutes et à tous. Je voulais vous remercier tout d'abord pour m'avoir invité à cette table ronde. Monsieur le préfet, monsieur le président de l'université Aix-Marseille, la délégation ministérielle du ministère de l'Intérieur à l'intelligence artificielle, docteur Eric Adja, donc le président de cette très belle agence, l'AFRIA, les panélistes, avec le docteur Lo, le colonel Ouattara et madame la ministre, ainsi que les personnes présentes durant cette table ronde. Alors c'est vrai qu'il y a eu pas mal de sujets qui ont été énumérés, notamment par le colonel Ouattara et le docteur Lo, sur l'intelligence artificielle, sur la protection des données. Et il faut savoir que la data, c'est l'avenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes tous connectés, intraconnectés et interconnectés, et on a énormément donc de données qui partent et qui ressortent à tout va. Juste pour une petite introduction, donc Aikel Drin, donc je suis donc le président fondateur du centre d'innovation donc Africanda, qui a été créé il y a 3 ans, où on a un centre de formation où nous formons donc à titre gratuit des talents africains, donc et nous sommes basés à Tunis, et à la suite de cela donc qui travaille directement avec nous sur certains sujets dont on abordera un peu plus tard. Et on a aussi un axe où nous accompagnons les startups avec un de nos collaborateurs, donc le réseau Factory, donc 319 qui se trouve à Marseille et 619 qui se trouve donc à Tunis. Et donc nous accompagnons, nous incubons donc certaines startups et nous leur permettons de se développer, de pénétrer le marché européen, américain et sud-asiatique. Alors, en matière de données, on parle énormément donc de connexion. Il faut savoir qu'en Afrique, en 2020, on a environ 600 millions d'Africains qui utilisent un smartphone connecté, soit à peu près le double de ce qu'il y avait en 2016, aux alentours de 330 millions. Donc, aujourd'hui, on a une espèce de boom de données à exploiter. Et comme je vous l'ai dit, ça peut être des données autour de l'image, autour du son, mais aussi autour des textes. Et comme vous l'avez mentionné, les différents panélistes, le colonel Ouattara, le docteur Lo et madame la ministre, ainsi que vous, docteur Eric, la loi sur le RGPD permet d'encadrer l'utilisation de ces données-là. Et aujourd'hui, cette loi-là, en Afrique, il y a certains pays qui sont un petit peu pionniers en la matière, et qui dit pionnier en la matière dit une restructuration juridique, donc un espèce de coussin de confortabilité pour les startups, mais aussi pour les utilisateurs. Parce qu'il faut savoir que cette loi-là est un bienfait, en sachant que les données sont donc le carburant des algorithmes de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on ne peut pas créer d'algorithme autour de l'IA si on n'a pas une ou des sources de données. Je reviens aussi par rapport à cela, où nous-mêmes, en Tunisie, à Africanda, on a fait le choix donc de s'allier avec un ami qui a son centre d'innovation Technopole, donc El Ghazala, mais qui a aussi ses bureaux en France, aux États-Unis et à Singapour, où on a fait le choix donc de pouvoir créer ce centre de recherche, de pouvoir avoir plusieurs personnes avec une première cohorte qui travaillent sur ces sujets-là. Et tout à l'heure, on a parlé des GAFAM, notamment Google, mais aussi IBM, qui ont implanté récemment des centres de recherche en IA sur le sol africain. Il faut savoir que Google a ouvert à Accra, au Ghana, avec la présidence donc, de Moustapha Cissé, qui est un talent,
à la tête de ce centre de recherche, et puis à Nairobi. Et IBM a choisi Johannesburg, en Afrique du Sud, pour créer son centre de recherche. Donc, il y a à un moment donné cette disparité entre les pays francophones, les pays anglophones et les pays lusophones. Et on peut voir aujourd'hui, lorsqu'on parle l'IA pour les Africains et par les Africains, ça devient très difficile parce qu'on n'a pas un traitement égalitaire sur les recherches de données. Donc, j'espère que tous les pays francophones pourront travailler main dans la main pour permettre à ce que ces talents puissent rester en Afrique et que l'on puisse se développer en Afrique, notamment par le biais de différents projets sur les startups. Quand on parle de start-up, on parle d'une société qui utilise une méthode innovante. Et aujourd'hui, on a à peu près les PDG africains, aux alentours de 45-46%, qui prévoient de lancer des projets dans le domaine de l'intelligence artificielle d'ici 2022. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est PricewaterhouseCoopers, donc PwC, qui est le cabinet d'audit qui a énuméré donc une étude. Et cette note-là, on nous indique que presque la moitié des PDG africains, au-delà même des différentes langues parlées, utilisent cette méthodologie-là pour aller vers la digitalisation des données. Et aujourd'hui, lorsqu'on accompagne les startups, on a affaire à différents problèmes. C'est le problème juridique, donc comme on l'a énuméré, que ce soit en Tunisie, au Bénin, au Rwanda, au Maroc, en République démocratique du Congo. Donc, on a un problème juridique qui n'est pas assez fiabilisé. On a ensuite un second problème qui est le problème financier, donc par rapport au levée de fonds. Et aujourd'hui, on a un petit peu cette idéologie où les startups africaines préfèrent aller se développer localement ou même dans différents pays pour mieux capitaliser leur innovation. Quand nous voyons émerger, on va dire, des projets innovants, et on va dire une véritable culture start-up un peu partout en Afrique, même si certains pays comme le Kenya, le Nigeria et l'Afrique du Sud ont pris de l'avance, on peut dire qu'en Afrique, on ne cherche pas à créer le futur Google, mais à trouver des solutions pertinentes et technologiquement innovantes pour résoudre des problèmes au quotidien. Et on a pu le voir aujourd'hui avec la pandémie, où il y a eu énormément de startups qui ont préféré bifurquer vers leur propre ADN, vers leur propre objectif, pour développer cette innovation pour leur pays ou pour des pays un petit peu voisins. Donc on parle un petit peu là d'africanité. Et c'est l'innovation contre la pandémie, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui nous impacte au quotidien. Ensuite, en matière de levée de fonds sur le continent, on est passé environ de 200 millions il y a à peu près 5-6 ans à presque entre 1,5 à 2 milliards de levée de fonds en 2020. Donc, on va dire, l'argent, c'est bien sûr le nerf de la guerre, et le modèle africain l'est de plus en plus. C'est-à-dire que l'innovation du continent peut en effet répondre à des besoins dans d'autres pays émergents et se globaliser. Et quand on parle de pays émergents, nous en avons énormément en Amérique du Sud, nous en avons énormément en Europe de l'Est, mais aussi en Asie du Sud-Est. Et donc, au lieu de vider les talents et de pouvoir les emmener donc sur d'autres continents, au contraire, on peut prendre énormément d'expérience, on peut s'aguerrir d'une nouvelle formation à l'étranger ou à l'international. Le but est de pouvoir capitaliser en attirant d'autres talents et de créer cette synergie localement. Et donc, il y a pas mal de fonds d'amorçage pour des startups numériques, on va dire, africaines, qui aujourd'hui, il y a l'AFD, il y a Proparco, parce qu'on est entre guillemets sous l'égide de la francophonie et on parle le français. Donc, ce sont deux organismes qui permettent d'aider pas mal de startups africains, mais aussi Digital Africa, pas mal d'événements et pas mal d'initiatives qui sont menées. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les startups africaines, moi je peux parler par exemple pour la Tunisie, on sait qu'on a certaines startups africaines comme Instadeep qui a pénétré certains marchés européens, américains et asiatiques. On a pas mal de startups africaines, que ce soit au Kenya, que ce soit en Égypte ou au Nigeria et au Sénégal, qui ont fait de très belles levées de fonds et qui ont
préférer donc aller vers des pays émergents plutôt que de venir en Europe. Et je pense qu'il faut avoir un consensus avec économiquement parlant, une relation où il y a une relation gagnant-gagnant. Je pense que là, aujourd'hui, il y a beaucoup de théories, il y a très peu de pratiques, et je pense que le monde académique, les acteurs économiques, y compris moi-même, devons nous retrousser nos manches et aider ces startups-là à pouvoir se développer, éclore, et pourquoi pas présenter leurs projets sur certains marchés ciblés. Et aujourd'hui, alors il y a l'Afria que j'ai connue, moi, il y a moins d'un an, mais il n'y a pas d'initiative africaine qui va pouvoir émerger, qui va pouvoir aider avec tout un panel, que ce soit juridique, économique, mais aussi étatique, parce que on ne peut rien faire aujourd'hui sans le politique, sans nos gouvernements, et il faut qu'il y ait ce consensus-là pour qu'on puisse aider ces startups autour de l'IA ou d'autres à pouvoir pénétrer les marchés, notamment le marché européen. Un point aussi sur l'intelligence artificielle, on en entend parler énormément. Il faut savoir que parmi les data scientists qui sont brillants, les architectes big data, toutes les personnes et les corps de métier qui travaillent autour de l'intelligence artificielle, ils ont une très bonne base en mathématiques. Et au cours de ma carrière, de mon expérience, de ce que j'ai pu lire sur des notes, des thèses, ainsi de suite, les mathématiciens les plus brillants sont les mathématiciens africains, du nord au sud, de l'ouest à l'est. On a une méthodologie, on aime les maths, on aime les calculs, et en fait, quand on voit que ces talents-là vont donner du carburant à d'autres sociétés à l'étranger, alors qu'on peut les garder chez nous et leur dire, écoutez, travaillons sur un projet commun, travaillons sur l'africanité, comme on dit, avec l'aide, bien entendu, comme on dit, Union africaine et Union européenne, les deux unions essayons de travailler sur une jonction, sur un projet commun. Je pense qu'on pourrait réussir à faire de très belles choses. Et Madame la ministre, avec son adage, elle l'a très bien résumé. Tout seul, on va vite, ensemble, on va plus loin. Et je pense, et je suis un fervent optimiste, que nos startups africaines ne pourront réussir à l'étranger que si nous, et moi-même je compte dedans, nous pourrons les aider. Et il ne faut pas oublier aussi que l'entrepreneuriat, c'est un mot français. Alors, entrepreneur est un mot français, et je pense que la plupart des pays en Afrique utilisent ce mot-là et sont des entrepreneurs dans l'âme. Ils ont tous un travail, ils ont quelque chose à côté, ils ont leur projet. Je vois énormément d'étudiants à Ouagadougou, à Kinshasa, qui ont toujours un projet innovant qui voudraient donc le développer en plus de leur métier qui leur prend énormément de temps, mais ils ont cette ferveur, ils ont cette volonté de pouvoir le développer, et je pense qu'aujourd'hui, cette créativité doit être soutenue et qu'il faudrait travailler sur une innovation solidaire avec un impact social, bien entendu, surtout que là, nous sommes en post-Covid, il y a énormément de crises, dans la pratique, parce que dans la théorie, c'est beau, mais dans la pratique, il y a énormément de crises, on a pas mal de fonds d'investissement qui ont revu à la baisse leurs fonds d'amorçage pour les startups africaines. On a énormément de partenaires économiques qui ont, malheureusement, dû à la pandémie, ils ont dû fermer donc leur structure. Il y en a d'autres même qui n'ont pas pu honorer certaines de leurs factures. Et donc, moi, je le vois, parce que nous-mêmes, nous sommes impactés en tant que centre d'innovation, nos différents partenaires, on ne va pas leur dire comment on va faire pour travailler autre. Non. Il y a aujourd'hui une pandémie, il y a eu de l'innovation qui a été faite contre la pandémie, pas mal d'innovations sur les drones médicalisés à travers l'Afrique, sur la plateforme doctidoc.org, pas mal d'initiatives locales, continentales et inter-pays, où tout à l'heure on a cité la CEDAO, il y a donc le COMECA, il y a aussi l'UMA, donc il y a pas mal de disparités qui ont été faites parce que le but c'était de sauver des vies. Et je pense qu'aujourd'hui, le post-Covid, au-delà même de sauver des vies, il faudrait sauver ces startups-là, il faudrait leur permettre de souffler, de leur donner un nouveau leitmotiv pour qu'elles puissent capitaliser et pénétrer certains marchés qu'ils rêveraient ou qu'ils auraient ciblés au fur et à mesure.
Donc voilà les quelques mots. Je suis à votre disposition pour les questions et donc je redonne la parole au docteur Eric Adja. Merci à vous, Monsieur Eikeldrin. Et nous voulons saluer la présence parmi nous de Monsieur Delafont, qui nous a rejoint au niveau de la conférence. Monsieur Delafont est président d'Africa Link et qui va aussi justement axer son intervention sur les PME et l'intelligence artificielle. Et je voudrais aussi signaler sur la liste des intervenants, il était prévu une intervention justement de son Excellence Madame Aurélie Adam Soulé Zoumarou, ministre de l'économie numérique et de la digitalisation du Bénin. Je vois les membres de son équipe connectés. Nous allons essayer de les recontacter pour voir effectivement si c'est son Excellence, si c'est la ministre qui va intervenir ou aussi quelque chose. Il était prévu une intervention vidéo, mais je pense que nous allons vérifier un peu cela auprès de l'organisation. Donc, en attendant, c'est avec un réel plaisir que je voudrais souhaiter la bienvenue donc, à M. Delafont et vous dire merci d'avoir répondu à cette invitation de la DMIA et d'Aix-Marseille Université. Donc, je vous donne la parole pour une dizaine de minutes. Je vous remercie. Merci beaucoup et bonjour à tous. Très heureux d'être parmi vous et de jouer le Candide un petit peu. Candide, pourquoi? Je vais raconter peut-être une histoire. En 88-89, quand j'ai vu le premier télécopieur, entre deux personnes qui s'échangeaient des plans sur du papier thermique qui s'effaçait, j'ai pas cru une seconde que ça marcherait. Ensuite, vers 95, j'ai organisé une démo avec Club Internet qui nous présentait Internet, qui était tout nouveau pour une association que je présidais. Ça n'a pas fonctionné et pareil, j'avais des doutes sur la réussite d'Internet. Donc vous voyez que je suis quand même très bien placé pour parler de bouleversements technologiques. Alors heureusement, je me suis soigné depuis et je suis peut-être un petit peu plus sensible à tout ça, bien évidemment. Alors, peut-être tout d'abord, vous rappeler un peu ce qu'est Africa Link. Africa Link est une communauté de PME d'Europe et d'Afrique, et je précise bien de PME, parce que je reviens sur ce que disait tout à l'heure M. Drin, auquel j'adhère parfaitement. Nous croyons que les PME sont la condition de l'émergence du développement, de la poursuite du développement, que ce soit ici chez nous ou sur le continent africain. Africa Link, c'est donc une communauté de PME qui partagent des ambitions communes, qui veulent partenarier ensemble, qui veulent échanger, se recommander et qui en même temps cherchent à influer sur le logiciel de nos relations, de ces relations qui sont en train d'évoluer de façon considérable entre la France en Europe et l'Afrique. Et d'ailleurs, depuis le discours de Ouagadougou du président Macron, on sent que quelque chose se passe de nouveau. Donc il faut qu'on arrive à créer ces ponts. C'est l'objectif de notre communauté. Alors revenons à l'intelligence artificielle. Pour 99% d'entre nous, de nos concitoyens, c'est quelque chose dont on entend parler, on ne sait pas ce que c'est. On considère que c'est une affaire d'État, d'institutions, d'organisations et de grandes entreprises, et que c'est entre les mains des GAFA, et qu'on peut juste peut-être le subir avec quelque peur. C'est très dommage, et je crois qu'un des objectifs aujourd'hui, et peut-être la raison de mon intervention, c'est comment fait-on pour que nos PME s'approprient ces technologies? Parce que cette intelligence artificielle, c'est pas, en tant que telle, n'existe pas, c'est juste des technologies issues du numérique et qui sont la pointe avancée, la réussite du numérique. Donc nous sommes en plein dedans. Cette intelligence artificielle, nous devons comprendre qu'elle transforme la relation entre les hommes et la technologie, parce qu'il y a une donnée supérieure au simple numérique, qu'elle accélère et qu'elle optimise la transformation de l'information et donc de la décision, ce que doivent faire tous les chefs d'entreprise. Elle repousse les frontières du hasard, et ça c'est un point important.
Et par contre, elle risque aussi de creuser le fossé des inégalités entre les sachants et les autres. Alors, rappeler ce qui a été déjà fait, peut-être pas une très grande utilité, mais nous le vivons tous les jours dans la navigation routière, dans nos smartphones bien évidemment, dans le mobile payment, et qui, je le rappelle, est devenu une réalité pour la moitié des Africains. Le paiement par mobile, qui est, je dirais, très peu utilisé en Europe, c'est 50% de la population africaine, c'est 500 millions de personnes, c'est quasiment la moitié de la population africaine qui vit ça au quotidien. Et il y a là une donnée du numérique, bien entendu, mais d'intelligence artificielle considérable. Bon, ne parlons pas du médical, de la délocalisation des hôpitaux, du suivi, de cette chose dont on parle beaucoup et qui nous impacte considérablement, qui est le suivi et l'analyse de nos préférences et l'adaptation des messages sur Internet, et des entreprises à ce moment-là qui ont réussi, des PME qui ont réussi dans ce domaine. Alors, dans notre région, moi je citerai peut-être Mail in Black, qui est née en 2003 et qui est devenue une entreprise avec une très forte réussite. Je parlerai aussi de l'agriculture, où on voit des petites entreprises, Carbon Bee par exemple, qui est née en 2015 et qui offre des outils permettant une détection précoce des maladies et de l'adaptation des traitements. Ce sont des petits qui deviennent grands. C'est aussi, encore une fois, sur notre territoire, ici, là, c'est Telaka, qui permet une meilleure utilisation de l'eau. Et ce sont des procédés, des techniques qui commencent à s'implémenter, à s'appliquer sur le continent africain. Donc, on voit bien que des PME peuvent s'y intéresser. Alors, elles ne vont pas créer des technologies, mais elles peuvent récupérer, d'ailleurs, comme le disait M. Drin tout à l'heure, récupérer des technologies et les appliquer à des usages du quotidien pour les améliorer. Et ça, c'est un point extrêmement important. Alors, que se passe-t-il en Afrique aujourd'hui? De mon point de vue, mais d'autres en parleront probablement moins que moi, c'est que l'IA est quasi invisible l'Afrique est quasi invisible dans le monde de l'IA. On parle des Américains, des Asiatiques et des Européens, pas suffisamment, mais l'Afrique, à part les deux projets dont on parle beaucoup et qui sont l'AFRIA, qui est l'agence francophone pour l'intelligence économique au Togo, ou encore le centre de recherche de Google à Accra, encore une fois, on n'est pas dans la PME. On a l'impression que c'est quelque chose qui est déconnecté de la vie de tous les jours. Et c'est ça l'enjeu, je crois, aujourd'hui, c'est que les PME s'approprient et identifient dans quel domaine elles peuvent, quelle technologie elles peuvent utiliser et comment elles peuvent en faire un vrai développement économique. Peu de rencontres aussi qui montrent des exemples concrets de succès, en tout cas de démarches et certaines de succès, et je pense en particulier à Emerging Valley qui a eu lieu sur notre territoire, qui est une rencontre initiée et présidée par Samir Abdelkrim et qui identifie des startups, alors c'est dans le digital, mais dont beaucoup utilisent les technologies d'intelligence artificielle. Et le gros intérêt de cette identification de startups, en fait, c'est que il y a un potentiel remarquable, mais qu'on n'arrive pas à le développer suffisamment. Et pourtant, il va y avoir des grands en Afrique qui sont des petits aujourd'hui. Et c'est notre enjeu, à nous, partenaires africains ou européens, c'est d'arriver à identifier ces startups. Alors, je parle du digital là, mais c'est dans tous les domaines. Startup est un mot fourre-tout. Tous les entrepreneurs, un certain nombre sont tout petits, un certain nombre vont mourir, mais d'autres vont devenir des grands. Et c'est aujourd'hui que nos institutions, nos organisations internationales, nos entreprises, nos États doivent réellement faire un effort pour les identifier et les soutenir en facilitant d'ailleurs les partenariats. Et c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à faire. Alors, dans tous ces domaines, l'Afrique est capable, a le potentiel, elle l'a montré, de connaître un nouveau leapfrog, un nouveau bond technologique. On l'a vu, évidemment, j'en parlais tout à l'heure dans le mobile payment, mais d'une façon générale dans le digital, où il y a des avancées considérables qui ont fait gagner 30 ou 40 ans.
que ce soit dans le digital, mais aussi dans le off-grid, dans l'énergie, par exemple. Il y a tout un tas d'appropriations qui se font par des entrepreneurs dynamiques, résilients, courageux, connaissant leur marché. Malheureusement, il y a une vallée de la mort chez ces gens-là et on ne sait pas comment le faire. On évoquait aussi tout à l'heure des financements. Ils sont vrais partout, ils le sont encore plus dans ces domaines. Il n'y a pas de financement ou extrêmement peu de financement du développement après le démarrage. L'amorçage, c'est une chose. La première étape de développement, il n'y a pas de financement aujourd'hui. Je suis banquier et en Afrique, et je sais que le système bancaire ne finance pas, que les financements passant par les États sont malheureusement très lourds et incomplets, et que les capitaux risqueurs démarrent à minima à 2 millions. Alors que dans ces domaines, on a besoin de financements initiaux entre 50 000 et 1 million. Et je dirais presque entre 50 000 et 500 000 euros. Et il n'y a pas ces circuits-là. Il n'y a pas les procédures et on manque d'innovation aussi dans le financement et dans la conception du financement. Alors, je disais tout à l'heure, c'est essentiel. Pourquoi ? Parce que si on n'y arrive pas, et je dis en tant qu'Africains, si nous n'y arrivons pas, eh bien, nous connaîtrons une nouvelle colonisation qui sera une cybercolonisation à laquelle risque de ne pas échapper non plus l'Europe, si elle n'est pas capable d'aller encore plus loin et encore plus vite. Et bravo pour cette initiative et cette mission interministérielle. C'est un enjeu majeur parce que ceux qui vont détenir les technologies de l'intelligence artificielle et leur application seront les maîtres du monde. C'est très dangereux. Alors, quelques enjeux qui s'y rapprochent, je dirais ces enjeux technologiques aussi. Les capacités des puces, donc les capacités de la technologie du numérique qui aboutit à l'intelligence artificielle. Je regardais tout à l'heure, des puces actuellement sont capables de faire 1 milliard d'opérations par seconde. Et on sait la rapidité à laquelle ce genre de choses va. On va vers des capacités technologiques inimaginables. Si on rajoute à ça l'arrivée des algorithmes quantiques, puis à terme le stockage sur l'ADN, on se rend compte que ces capacités technologiques sont inimaginables et inaccessibles s'il n'y a pas des vrais choix et des choix majeurs pour arriver à les maîtriser, ou en tout cas s'en protéger peut-être quelque part, à les maîtriser, les utiliser et s'en protéger un petit peu. Évidemment, il y a une notion d'éthique et peut-être qu'il y a là un enjeu extrêmement important pour ne pas laisser le développement de ces technologies, ce développement de l'humanité entre les mains que de mathématiques, de techniques et peut-être de cercles très restreints d'imaginateurs, je vais dire, qui aujourd'hui, il faut le reconnaître, sont des Blancs entre 30 et 40 ans. Donc il y a un côté culturel, civilisationnel, géographique qui risque de nous échapper à nous Européens et à nous Africains. Est-il que toujours ces technologies et l'intelligence artificielle ont une absence d'émotion, de valeur, de sens du bien et du mal, et quelque part d'humanité. Et c'est quelque chose que nous devons essayer aussi d'intégrer dans cette réflexion, parce que les dangers, on l'a vu dans un certain nombre de films ou de science-fiction ou de gens qui font du catastrophisme, mais il y a un vrai risque, non pas que les robots prennent la main, mais que des hommes, au travers d'intelligence artificielle, prennent la main sur nos vies. Et ça, et je dis c'est nos vies en tant qu'être humain, mais en tant qu'entreprise et en tant que PME. Alors, je suis un optimiste de naissance, et ces peurs, je crois que c'est pas quelque chose de nouveau. Nous avons déjà rencontré ce défi. Et c'était l'écriture. Quand l'écriture est arrivée, ceux qui la possédaient le monde. Et d'ailleurs, on interdisait l'apprentissage de l'écriture et de la lecture
à ceux qui n'avaient pas le pouvoir, à ceux qui n'avaient pas la main sur la religion, aux femmes pendant très longtemps. Et puis petit à petit, c'est devenu quelque chose qui a été assimilé. Il continue à y avoir des grandes différences et des inégalités en termes donc de formation, d'éducation. Imaginez quelqu'un qui ne sait pas lire et quelqu'un qui sait lire, à qui appartient le monde? Certainement pas à celui qui ne sait pas lire. Donc ce défi, on l'a déjà rencontré. Il faut juste qu'on arrive à y faire face, et peut-être que mettre plus de sens, de valeur, d'humanité dans la réflexion que nous pouvons avoir sur cet enjeu majeur est peut-être une voie qui nous permettrait de le maîtriser mieux. Voilà, après ça, peut-être pour conclure, parce que je ne veux pas en avoir plus longtemps, j'ai en mémoire une citation qui est de Cicéron, et qui disait, et ça me ramène à ce que j'ai dit tout à l'heure, que si vous possédez une bibliothèque et un jardin, vous avez tout ce qu'il vous faut. La bibliothèque, ça veut dire qu'il faut savoir lire, et le jardin, c'est qu'il faut avoir les pieds sur terre. Et que probablement, il faut, et j'insiste là-dessus, réintroduire dans l'éthique, dans l'intelligence artificielle, dans le digital d'une façon générale, ces notions de pieds sur la terre, d'enracinement. Et on voit que sur ce sujet, on rejoint deux préoccupations majeures de notre époque, à nous tous, qui sont d'une part les inégalités de tout ordre, dont une peut apparaître ici dramatique, et l'autre qui est l'environnement. Et d'ailleurs, l'intelligence artificielle est un outil tout à fait intéressant s'il est bien utilisé, et je pense en particulier en agriculture, pour protéger cet environnement et faire en sorte qu'on mette moins de poison, moins d'eau pour une optimisation de nos productions et donc de la nourriture de nos concitoyens. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je ne suis pas tout à fait dans le cadre d'un technicien qui vous parlait de quelque chose, mais c'est essentiel. Voilà, je le considère personnellement comme essentiel. Il faut être très attentif. Je vous remercie. Merci, M. Lafont, de nous avoir rappelé la nécessité d'avoir à la fois les pieds sur la terre et la tête dans les livres. Je pense que c'est l'enjeu d'une intelligence artificielle justement humaine et humaniste, parce que il s'agit de pouvoir toujours prendre en compte le fait que l'intelligence artificielle ne limite pas l'intelligence naturelle, parce que justement l'intelligence artificielle reste un artifice, comme d'ailleurs dit le mot artificiel. Et à côté de l'artifice, il est important que l'homme, que l'humain reste à bord, reste le maître à bord, parce que c'est d'ailleurs cette vision de l'IA qui fait peur, et surtout quand certains annoncent des scénarios apocalyptiques des robots intelligents qui prendraient la place de l'homme et qui se rendraient maîtres du vaisseau terrestre, alors qu'il n'en est pas encore, alors qu'on n'en est pas là, et Dieu sait qu'on n'en sera peut-être jamais là si nous savons justement brider la machine, parce que la machine, justement, en parlant d'algorithme, la machine ne donne que ce qu'on lui donne. Et justement, l'enjeu, c'est d'abord l'humain. L'humain comme l'alpha et l'oméga de l'intelligence artificielle. Et je vous remercie, M. Delafont et les intervenants avant vous, et Keldrin, le colonel Ouattara et le docteur Mohamed Abdoulo, d'avoir justement situé les enjeux là où ils sont, c'est-à-dire au cœur des règlements, de la réglementation, au cœur de la législation, au cœur aussi justement de la maîtrise par l'humain de l'intelligence artificielle, comme l'a rappelé aussi l'ambassadrice du Gabon. Et c'est l'occasion de, justement, c'est une transition vers le message que va nous passer l'ambassadeur Verdier, justement en charge du numérique au Quai d'Orsay. Je voudrais vérifier auprès de la technique si la vidéo est prête. Nous nous réjouissons avec tous les participants à ce forum d'écouter l'ambassadeur Verdier. Merci. Place à la technique. Bonjour. Tout le monde ne réalise pas toujours à quel point le numérique est désormais devenu un enjeu géopolitique, à quel point il détermine l'avenir des États, les relations entre les États, et à quel point, en retour, les États tentent de peser sur le numérique. Mais prenons quelques exemples. Chacun voit combien la première révolution industrielle a changé l'ordre du monde. Aujourd'hui, l'histoire vacille, on ne sait pas encore s'il y aura deux
pays qui seront des superpuissances de l'intelligence artificielle, où 5 entreprises et les autres devront être des consommateurs passifs, ou si on aura partagé la puissance de création. L'histoire de l'humanité en dépendra. Les conflits, malheureusement, se jouent de plus en plus dans le cyberespace. Probablement, la prochaine guerre commencera par une attaque cyber. Donc, s'entendre avant sur le droit international dans le cyberespace et la capacité de le faire appliquer est vital au sens propre du terme. Mais on voit aussi que le développement économique de tous les pays dépend des infrastructures sur lesquelles on les bâtit et que c'est encore plus important bien sûr pour les pays émergents et que savoir si elles construiront leur pays dans des infrastructures ouvertes, libres, gratuites, qu'elles peuvent modifier et piloter démocratiquement ou si elles devront accepter les règles du jeu d'entreprises privées qui imposeront leurs conditions d'utilisation et leurs tarifs, ça détermine leur futur. On voit, il y a des dizaines d'endroits où des questions d'apparence numérique sont en fait des questions politiques et même géopolitiques. Pour répondre à ça, au sein de la diplomatie française, on a créé une fonction d'ambassadeur pour les affaires numériques. L'ambassadeur pour les affaires numériques, ce n'est pas celui qui sait tout sur le numérique, c'est celui qui travaille avec au moins 40 endroits différents au Quai d'Orsay et beaucoup dans les autres ministères pour qu'on ait une position cohérente, unifiée et impactante en matière de diplomatie numérique. Si on devait donner un barycentre à cette diplomatie numérique, si on était obligé de la dire en une phrase, ça serait peut-être que c'est de défendre le potentiel que nous a amené cette libération, cette révolution numérique. Il faut quand même voir que cet Internet, et tout ce qui a suivi après, c'est un truc qui est né dans le monde de la recherche selon des valeurs de coopération, de décentralisation, de transparence et de respect des pairs. Et c'est pour ça que ça a changé le monde, parce que ça a donné accès à un nombre incroyable de gens, à un potentiel de création, d'innovation, d'éducation, sans qu'il y ait un super centre qui dise « oui, mais moi je veux gagner de l'argent, donc je vais mettre un péage ». C'est ça au début qui est le plus important. Et donc il faut le préserver. Mais pour le préserver, il faut réaliser que maintenant on a à faire face à de vrais dangers graves et qu'il faut régler. Sinon on jettera le bébé avec l'eau du bain. Le premier de ces dangers, c'est le détournement malveillant. Donc oui, les mafias, oui, les terroristes, oui, certains États apprennent à utiliser Internet pour faire du mal. Et donc la cybersécurité, la cyberguerre, la lutte contre les contenus terroristes, c'est vital. Sinon, si Internet aide à tuer des gens, on sera obligé de le réguler bêtement et il vaut mieux le réguler intelligemment. Le deuxième danger, ça peut être les monopoles. Si on a créé, s'il y a 5 entreprises géantes qui dominent le monde, elles seront tentées fatalement d'empêcher l'innovation derrière elles, d'imposer leurs conditions. Et donc ce que le numérique nous a apporté comme puissante innovation sera privatisé au profit de quelques-uns et on aura perdu de nouveau la bataille de la transformation numérique. Le troisième danger, il est indirect, mais on pourrait appeler ça des externalités négatives. Par exemple, on a de fortes raisons de penser que les algorithmes qui vous choisissent vos amis et les contenus que vous allez voir dans les réseaux sociaux, dans certains cas, peuvent contribuer à la radicalisation. Si vous êtes enfermé dans une bulle de filtres, que vous ne voyez plus personne d'autre que des gens qui pensent exactement comme vous et que vous vous chauffez les uns les autres, vous pouvez déraper. Évidemment que les réseaux sociaux n'ont pas créé leurs algorithmes pour fabriquer des terroristes, ils l'ont fait pour vendre de la pub. Mais il faut qu'on leur dise, ben oui, de même qu'il y a des entreprises qui polluent et à cause de l'environnement, on va leur demander de ne pas faire ça, ben là, il y a des entreprises qui polluent et il va falloir contrôler cette pollution. Mais le quatrième danger, ça pourrait bien être nous aussi, les États eux-mêmes. Il ne faut pas que pour combattre les 3 premiers dangers, on prenne des décisions autoritaires, bureaucratiques, centralisatrices, liberticides, qui tuent ce qu'Internet a apporté de bon. Donc ça, c'est globalement l'axe central de la diplomatie numérique française. Mais comme je l'ai dit, elle se déploie dans différentes directions. Et nous, pour mettre de l'ordre dans la feuille de route, on l'a dessinée sous forme d'une carte qui a 4 axes, un nord, un sud, un est, un ouest. Et très brièvement, ici, voilà, on a mis dans une dimension toutes les questions de sécurité. La sécurité, c'est la cybersécurité, protéger nos entreprises, protéger nos infrastructures d'importance vitale, interdire les comportements malveillants des États, mais c'est aussi le contrôle des contenus, le terrorisme, la pédopornographie, les ingérences étrangères,
la haine, la colère qui rend les gens fous, etc. Il faut trouver un moyen de réguler ça. Deuxième axe, c'est un ensemble de sujets de gouvernance de l'Internet, parce que cet Internet qui est fabriqué par les États, les entreprises, la société civile, les chercheurs, il faut qu'il soit gouverné par les États, les entreprises, la société civile, les chercheurs. Et la France, ça je crois que tout le monde le voit, est un ardent défenseur du fait que la gouvernance de l'Internet soit vraiment multilatérale, que tout le monde s'exprime, et vraiment multipartie prenante, que la société civile, les chercheurs, les entreprises aient le droit de citer dans les décisions collectives. Et puis à l'intérieur de ce multilatéralisme multipartie prenante, on défend un certain nombre de convictions et de valeurs super importantes. Bien sûr, on serait idiot de ne pas le faire, on a aussi une diplomatie économique, puisque vous le savez bien, les entreprises françaises sont magnifiques, il faut le dire. Vous le savez bien, l'écosystème français est très attractif, il faut le faire savoir, et donc on y contribue. Et puis, et ça c'est intéressant parce que là c'est aussi du changement dans notre diplomatie elle-même. Vous le savez, la France a une grande diplomatie fondée sur les valeurs. On défend les droits de l'homme, la liberté d'expression, la liberté de la presse, l'accès à la culture, l'accès à l'éducation, les droits des créateurs et notamment des artistes, et beaucoup d'autres choses. On a une grande politique d'aide au développement. Et ben, il faut prendre acte de la révolution numérique dans toutes ces politiques-là. Il faut penser la francophonie après Internet, il faut penser la liberté d'expression après Internet, il faut penser l'aide publique au développement après Internet. Et donc il y a une conversion là, de toutes nos grandes politiques diplomatiques. Et voilà, donc on essaye de porter cette politique publique au sein de l'ambassade pour le numérique, qui, contrairement à ce que croit ma fille, n'est pas dans le numérique, elle est à Paris. Mais bon, puisque nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de l'Europe, l'Afrique et l'intelligence artificielle, je voudrais ajouter deux choses très importantes. Premièrement, vous avez pu le noter, l'intelligence artificielle, elle est partout dans ce que je dis. Il y a des IA qui servent à faire des armes, il y a des IA qui servent à faire des défenses, il y a des IA qui servent à faire de la désinformation, il y a des IA qui servent à détecter la désinformation. L'IA peut servir profondément à améliorer et à fluidifier la gouvernance de l'Internet. Il va falloir inventer une gouvernance de l'intelligence artificielle. Il y a des dizaines et des dizaines d'enceintes où on parle d'éthique de l'intelligence artificielle. L'une d'entre elles a été portée et créée par la France, le Partenariat mondial pour l'intelligence artificielle, qui a comme spécificité qu'il veut organiser un dialogue direct entre les meilleurs chercheurs et les décideurs politiques pour nourrir et inspirer la décision publique, un peu comme le GIEC pour le climat. Mais on participe à 13 autres enceintes où on parle de différents aspects de la gouvernance de l'intelligence artificielle. Évidemment que l'intelligence artificielle a une dimension croissante dans notre économie, même dans notre PIB, et que donc on en exporte et on pousse les gens à venir investir en France. Et puis, bien sûr, tous ces sujets sur la liberté d'expression, la régulation des contenus, l'accès à la culture, sont travaillés profondément, mais vraiment profondément par l'intelligence artificielle. Avec les Canadiens, nous demandons des comptes à Google sur la manière dont leurs algorithmes privilégient ou au contraire handicapent les contenus francophones quand les gens font des recherches. Il faut qu'on comprenne et il faut qu'on ait notre mot à dire. Et donc aujourd'hui, l'intelligence artificielle, je voulais vraiment le dire, elle est partout. Et puis je voulais dire aussi que nous faisons partie de ceux qui pensent que cette verticale Europe-Afrique, elle a une existence géopolitique réelle. Nous sommes deux continents, déjà c'est commode, on est sur le même fuseau horaire. On n'est pas obligé de s'appeler la nuit ou au petit matin. On a une histoire commune très ancienne. On a des relations économiques et culturelles et sociales très nombreuses. On compense un peu nos points forts et nos points faibles. Et tous ensemble, on a de l'argent, de la créativité, du talent, de l'audace. Et on doit faire pièce pour que l'histoire du monde ne s'écrive pas comme un conflit Chine-États-Unis. Et donc pour cela, c'est comme si on avait un a priori favorable à toutes les initiatives qui renforcent aussi cette connexion, cette verticale Europe-Afrique. Alors par exemple, et ça a un rapport avec ces histoires de gouvernance ouverte et partagée, nous soutenons le gouvernement ouvert et nous finançons, et on vient de décider de refinancer, le partenariat pour un gouvernement ouvert francophone, mais qui est massivement avec des pays d'Afrique. On a des vraies coopérations autour des sujets de e-gouvernement
avec de nombreux pays d'Afrique. On s'est réjoui d'avoir le soutien rapide et déterminant de nombreux pays d'Afrique sur plusieurs de nos initiatives, comme le Paris Call, le Christchurch Call, le programme d'action cyber que nous défendons à l'ONU. Et ce n'est que le début d'une liste que j'espère nous allons allonger tous ensemble. Et donc c'est juste pour dire que avec toutes ces belles initiatives, notre bureau sera largement ouvert. Merci. Donc, retour à Cotonou. Merci, Monsieur le Préfet. Un grand merci à Monsieur l'ambassadeur Verdier pour cette belle intervention. Et avant de repasser donc le micro à Marseille, où nous attend dans ce salon prestigieux le préfet Jean-Martin Jasper et son équipe, j'aimerais une fois de plus remercier tous les intervenants et surtout rappeler la substantifique moelle de ce que nous a rappelé l'ambassadeur Verdier. C'est les enjeux de diplomatie numérique qui posent aussi les questions de souveraineté numérique. Et comme on parlait tout à l'heure, Monsieur Delafont, il y a des enjeux effectivement de cybercolonisation si on y prend garde, si on ne met pas justement la coopération nécessaire et les moyens nécessaires. Je crois que tous ces enjeux, en fait, sont des enjeux très importants, non seulement techniques, politiques, mais des enjeux de géopolitique, des enjeux de coopération, des enjeux de cybersécurité, de cyberdéfense. Et il y va vraiment justement de renforcer ce taxe Europe-Afrique pour transcender l'axe unique Afrique-France, pour transcender les enjeux du passé, les enjeux de la colonisation, pour aller vers une coopération numérique efficace, prenant en compte les intérêts bien compris des différentes parties. C'est pourquoi, avant de laisser la parole à Monsieur le Préfet pour son mot de conclusion, j'aimerais demander quand même pour une brève séquence transitoire si les intervenants auraient aimé peut-être juste ajouter une ou deux choses, un ou deux commentaires en écoutant les autres intervenants, peut-être un dernier tour de table conclusif de façon assez rapide, de façon à lier la gerbe, comme on dit. Alors, est-ce que Dr Mohamed Lo, vous auriez souhaité en quelques minutes peut-être renchérir sur ce que vous avez entendu depuis votre intervention de départ? Merci beaucoup, docteur. Juste remercier et féliciter les intervenants par rapport à leur brillante prestation. Ce que moi-même, j'ai beaucoup appris. Hein. J'ai appris, j'ai noté quelques expressions qui ont fait tic dans ma tête. La cybercolonisation, si on ne fait pas garde, nous allons vers ça. Il faut que nous, ici en Afrique, qu'on soit vraiment conscients des enjeux de l'intelligence artificielle et que très tôt, on prenne les mesures qu'il faut, que ce soit d'ordre politique, d'ordre juridique, d'ordre technologique, mais il faut qu'on fasse quelque chose. Merci beaucoup. Voilà, docteur, ce que je voulais rajouter. En remerciant encore les participants. Merci beaucoup. Merci, docteur Babadoulo. Salutations à vous à Dakar, au Sénégal, et à tous les Sénégalais et les Sénégalais. Et entre-temps, il y a eu des questions aussi qui ont été enregistrées sur le chat. Et vous avez aussi la possibilité d'interagir. Je crois que Aikel Drin en a parlé par rapport donc aux enjeux d'adaptation des nouvelles technologies. Donc, je vais laisser la parole à Aikel Drin pour aussi un dernier tour de table. En quelques minutes. Merci, Dr Eric. Je voulais remercier déjà toute la qualité des échanges qu'on a eu avec tous les panélistes. C'était vraiment très enrichissant. Je pense qu'il y a énormément de synergies qui sont existantes et qu'il faudrait mettre toute cette belle synergie, toute cette belle tête pensante pour aller de l'avant et trouver non pas résoudre un problème, mais résoudre différentes problématiques avec nos propres moyens. Et c'est vrai que tout à l'heure, on a parlé de cybercolonisation, mais si on laisse faire la data, si on ne s'occupe pas de la data aujourd'hui, c'est la data qui s'occupera de nous demain. Donc, il faut faire super attention et il faut qu'on prenne le taureau par les cornes avant que ça soit trop tard. Merci bien. Alors, en matière de prise de taureau par les cornes, je sais qu'en Côte d'Ivoire, ils ont pris le taureau de la cybercriminalité par les cornes à travers l'excellente équipe du colonel Greg-Pétien Ouattara, que
que nous avons eu l'honneur d'écouter tout à l'heure, et nous allons donc lui laisser la parole pour justement une intervention aussi de synthèse et de conclusion. Ok, quand on parle d'intelligence artificielle, encore une fois, les données sont au centre de cette activité, et quand on sait l'impact que les données peuvent avoir sur le développement, je pense que l'un des points essentiels pour nous, c'est de nous battre sur la question de la souveraineté sur les données, notamment les données produites localement par les différentes sociétés, par les habitants d'un pays. Il n'est pas concevable que des données soient produites dans certains pays et que ces pays n'en tirent pas profit au minimum pour leur sécurité. Et il y a une sorte d'embargo sur les données en fait qui nous appartiennent, sur lesquelles nous avons de la souveraineté. Quand on voit la façon dont il y a un blocus sur les données au niveau de ces grands groupes internationaux, je pense qu'il y a un vrai sujet, la question de l'acquisition de ces données. D'autant plus que, notamment en matière de criminalité, ces données, nous en avons besoin pour résoudre les problèmes de criminalité, et des problèmes de criminalité bien locaux, avec une culture et une sensibilité très locale qui n'est pas forcément perceptible à distance par ces grands groupes. Le sujet pour les juristes aujourd'hui, c'est de trouver des solutions en fait pour que nous ayons accès à ces données, non seulement pour la sécurité, mais surtout pour le développement local, pour en tirer profit dans le développement de nos pays. Voilà le point sur lequel je voulais terminer. Merci, colonel Ouattara. Et là, je voulais dire last but not least, mais en bon francophone, je dirais, n'est-ce pas, le meilleur pour la fin, ou en tout cas en fin de message. J'aimerais laisser la parole à M. Delafont aussi pour son mot de conclusion. Merci, c'est gentil. Le meilleur pour la fin, quand même. Oui, moi, la première chose que je remarque, c'est bravo pour cette mobilisation sur un sujet qui est quand même ardu, peu partagé, et un vendredi après-midi, être encore à plus de 60 personnes ici. Bravo pour cette vulgarisation. Et pour revenir à mon propos peut-être et à ce que j'ai entendu, moi je crois qu'il y a un impératif, c'est que nos pays, et je parle de nos pays africains, ne peuvent pas gérer totalement ce sujet seuls. Nous sommes trop petits, nous manquons de moyens, et par contre, ensemble, et c'est peut-être au sein d'institutions régionales, qu'elles soient d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale ou d'ailleurs, et en particulier au niveau de l'OUA qui a retrouvé une dynamique depuis quelques années, et en particulier après la présidence de Paul Kagame, c'est un sujet qui doit être continental, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Si on veut peser, c'est ensemble qu'on pourra le faire. Et je crois, si j'ai vraiment un souhait, c'est que ce sujet-là soit pris en main au niveau continental ou au moins au niveau régional. Voilà, merci à tous. Merci, vous avez raison. La coopération internationale, la coopération interafricaine aussi, serait une des clés de cet enjeu et aussi une des réponses de cette table ronde Afrique-France, les enjeux de l'IA. Nous tombons sur les enjeux fondamentaux qui sont des enjeux géopolitiques, des enjeux de coopération internationale, des enjeux de collaboration. Et c'est justement sur ces mots que j'aimerais retourner la parole au délégué ministériel à l'intelligence artificielle, le préfet Jean-Martin Jaspers, en le remerciant justement d'avoir associé l'AFRIA à cette table ronde et à ce forum. Et comme je le disais en début de présentation, le préfet Jean-Martin Jaspers est comme l'un des coachs de l'AFRIA qui est né dans les locaux de l'ex-centre des hautes études du ministère de l'Intérieur, d'abord comme association, en 1901, et depuis août 2020, une fondation internationale du droit suisse. Et tout ce travail a été réalisé grâce à l'incubation au sein du CHEMI et à l'accompagnement aujourd'hui de la DMIA à Paris, au niveau donc du ministère de l'Intérieur. C'est une
une immense dette de gratitude et de reconnaissance que j'ai le plaisir de pouvoir exprimer ici et dire que la France et le ministère de l'Intérieur a la chance d'avoir un grand préfet comme Jean-Martin, qui est, comme à mon avis, comme un évangéliste de l'IA en France. Je pense que cet hommage méritait de lui être rendu. Si d'autres ne le font pas, l'Afria ne se privera pas de le faire et je tenais à le faire maintenant de vive voix devant tous les participants à ce forum et à cette table ronde. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président Adja. Toutes mes félicitations à l'ensemble des panélistes. Je viens ici avec à mes côtés un jeune Africain qui fait partie de notre équipe, camerounais, anglophone, francophone aussi, et qui nous dira quelques mots aussi pour que dans ce moment de conclusion, on vous remercie, mais on redise aussi que c'est pour l'avenir de l'Afrique et sa jeunesse que nous travaillons. Alors, quelques mots pour répondre à l'un de vos intervenants et notamment celui qui vient de ce monde de la banque. C'est un monde très important où l'intelligence artificielle est déjà donc extrêmement engagée. C'est que l'Afria constitue effectivement déjà cet embryon. Je suis né au Burundi, j'ai passé une vingtaine d'années dans des pays africains, des séjours réguliers sur à peu près la moitié du continent. Et je crois que dans le domaine de l'intelligence artificielle, on est pour l'instant dans une situation de pré-décollage de la majorité des pays d'Afrique, alors que d'autres pays ont déjà amorcé le décollage. Il y a un écart gigantesque entre l'Asie et nous. La Chine avait de l'avance. On est en train d'avancer en Europe avec le règlement européen, avec des milliards d'euros qu'on engage. Et bien entendu, l'intérêt de la France est de faire en sorte que ses amis et ses alliés africains, dont de très nombreux pays sont francophones, et comme vous le savez, le langage est important, puissent avancer à la même vitesse que l'Europe dans le domaine de l'intelligence artificielle. Alors, bien entendu, pour ça, il y a beaucoup d'atouts. La première chose, c'est que les meilleures formations sont aujourd'hui en ligne et sont accessibles autant à Kinshasa, à Kitega au Burundi où je suis né, à Dar es Salaam dans lequel j'ai vécu de nombreuses années, et bien entendu chez le colonel Ouattara à Abidjan, et au Maroc, en Tunisie, au Gabon, qu'il ne faut surtout pas oublier, et au Bénin, dans lequel nous espérons un jour que l'intelligence artificielle avance très rapidement, parce que c'est souvent dans un pays de taille moyenne qu'il y a la stabilité dans lequel on peut créer les moteurs du développement. Formation en ligne, formation sur place, aide à la sécurité. Nous sommes dans un domaine où on a aidé beaucoup de pays africains dans le domaine de la cybersécurité, pour eux, mais aussi pour nous, pour éviter que des organisations criminelles s'installent en Afrique et attaquent des objectifs à la fois en Afrique et dans d'autres territoires. Je pense que dans les années qui viennent, il va falloir aider nos amis d'Afrique à constituer aussi des forces dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc, formation, aide à la sécurité de l'intelligence artificielle, recherche, et surtout, je pense, emploi à distance. On ne sait pas encore aujourd'hui où seront les grandes zones de la sous-traitance et de la co-traitance dans le monde. On sait qu'en informatique, c'était l'Inde. À Bangalore, vous avez près de 100 000 ingénieurs et techniciens d'informatique qui travaillent pour tous les continents. Mon sentiment, c'est que l'Afrique a beaucoup de main-d'œuvre jeune disponible, beaucoup de cerveaux, et qu'une partie de ces cerveaux peuvent être organisés dans des startups, dans des petites entreprises, en travaillant dans le domaine de l'intelligence artificielle pour non seulement l'Afrique, mais bien entendu l'ensemble du territoire. Et l'avenir de l'intelligence artificielle n'est pas écrit. C'est un domaine qui, au ministère de l'Intérieur, est assez récent. C'est 2015 l'arrivée de l'intelligence artificielle. Pour l'instant, sur 550 000 collaborateurs de notre secteur, on a une trentaine, quarantaine de collaborateurs qui sont en charge à temps plein de l'intelligence artificielle, regroupés dans 8 data labs. Certains sont déjà armés d'Africains. On constate dans nos effectifs que nous avons des Ivoiriens, que nous avons des Camerounais, nous avons des Franco-Marocains, des Franco-Tunisiens. Et là aussi, on sent bien qu'une partie de ceux qui vont construire le développement de l'Afrique de demain sont aujourd'hui dans nos universités en train de faire des stages chez nous, en train de se développer. Et donc, il faut réatterrir sur le terrain, d'où l'importance notamment de l'exposé qui a été fait sur les startups.
Merci à toutes les autorités qui se sont exprimées. Je pense que Madame Aurélie Adam Soulé, qui s'était bien préparée pour venir nous rejoindre, sera une invitée pour une séance exceptionnelle et spéciale de ce forum. Et je donne le mot de la fin à un jeune d'Afrique qui est parmi les nombreuses personnes ici réunies à la préfecture de région à Marseille pour ces tables rondes sur l'Afrique. Quelques secondes avant le mot de la fin, nous venons de recevoir un message de la ministre Aurélie Adam Soulé, Zoumarou du Bénin, qui est retenue justement à la présidence de la République et qui nous demande de l'excuser auprès de tous les participants et de dire que justement elle a délégué ses collaborateurs qui ont suivi ce forum, qui ont suivi la table ronde depuis le début, qui lui rendront compte. Donc je voulais vous porter ce message de la part de la ministre. Merci. J'aimerais dire déjà un grand merci à Monsieur le Préfet qui me donne la parole de clôturer cette session. J'estime que c'est une chance pour moi en tant que jeune africain qui a beaucoup de rêves, qui est plein de rêves. Et Monsieur Eric Adja, Monsieur le Président de l'Afria, je vous dis merci. Monsieur le PDG, fondateur, un grand merci aussi. Monsieur le colonel Ouattara, je ne vous ai pas encore rencontré, mais j'espère que quand je viendrai en Côte d'Ivoire manger la tchéké avec vous, on pourra discuter peut-être sur les sujets de l'IA. Et un grand merci aussi au professeur Mohamedou Lo, que j'ai suivi vraiment avec beaucoup d'attention. Et je trouve que toutes vos interventions étaient vraiment didactiques, très pédagogiques aussi, instructives. Et je termine en disant, il y a un proverbe africain, plus je précise plus, c'est beaucoup plus camerounais, qui dit on ne peut pas nourrir la poule le jour du marché. Donc aujourd'hui, je pense que c'est une chance invraisemblable et même inouïe de constater qu'on s'est accaparé de ces sujets de l'IA. Donc aujourd'hui, c'est avec beaucoup de fierté que je suis ici et vous constatez que l'Afrique, cette fois-ci, ne sera pas dernier dans ce sujet, dans ce domaine qui est très important et qui est très lucratif, qui est vraiment l'avenir pour nous, la jeunesse de demain. Un grand merci encore pour une dernière fois et je vous souhaite une bonne soirée tout en tenant compte du décalage horaire. Merci. Merci à tous les participants, merci à tous les intervenants et à très bientôt. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, colonel. Merci bien. Merci bien et au revoir. Merci, monsieur Delafont.